500 km à pied pour rentrer à la maison. Jour 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dernier jour. Déjà, enfin, je sais pas trop. Enfin, il est 5h30 et c'est parti pour 48 km. Toute cette histoire a commencé avec un bon d'achat. Oui, j'avais un bon d'achat à utiliser auprès d'un truc qui s'appelle le Club Chiloé. Le Club Chiloé, si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas vraiment connaître parce que là, fin 2025, c'est en train de fermer. Et en fait, c'est une sorte d'agence qui propose des micro-aventures et autres activités outdoor en France. Et ce bon d'achat que j'avais, eh bien, il se périmait là, mi-août 2025. Et arrivé début août, je me suis dit, il y a quand même 500 balles dessus, ça serait dommage de ne pas les utiliser. Donc vite, je suis allé sur le site du Club Chiloé, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient en stock et je tombe sur un séjour en fait que j'avais déjà repéré quand j'avais connu le site, un séjour qui consiste à passer 3 jours dans le Vercors à la découverte des loups. Ça rentre dans le budget de mon bon d'achat, je trouve un créneau fin octobre où je suis dispo. Vas-y, je réserve. Et puis en septembre, je vais marcher 2 jours en Corrèze avec une nuit en bivouac. Il fait beau, il fait bon, c'est calme, vraiment, je profite bien. En marchant, le deuxième jour, je repense à cette histoire de séjour dans le Vercors. Ce séjour dans le Vercors, le rendez-vous, en fait, est donné à Grenoble. Grenoble, eh bien, il faut y aller. Moi, j'habite à La Rochelle, ça fait pas à côté. Si j'y vais avec mon camion, c'est quand même beaucoup de route, ça va coûter quand même pas mal de gasoil, et puis après, faut rentrer. Et surtout, le problème qu'il y a, c'est que Grenoble, et je suis désolé pour vous grenoblois et grenobloises qui regardez cette vidéo, votre ville n'a pas toujours une excellente réputation au niveau sécurité des bagnoles, et je sais que si je garde mon camion, je vais le garer, mais est-ce que je vais le retrouver ou le retrouver en bon état? Je ne sais pas. Après, je peux toujours payer un parking, mais ce sont encore des frais. En pensant à ça et en me disant, je suis bien quand même dehors à marcher au calme, et si j'allais à Grenoble et puis que je rentrais à pied? Donc que j'allais à Grenoble en transport, train, bus ou je ne sais quoi. Bon, le train, c'est exclu parce que depuis La Rochelle, c'est long et chiant, c'est par Paris et puis ça coûte une couille. Bus, pourquoi pas, j'ai jamais essayé. Et je me dis, bon, de toute façon, tout ça, je verrai après. Déjà, le truc, c'est rentrer à pied, c'est cool, mais il y a combien de kilomètres? Alors, je regarde, je mets un départ de Grenoble, je mets une arrivée, en fait, dans le Lot, parce que je vois pas l'intérêt de rentrer jusqu'à La Rochelle. Je connais, en fait, le parcours de La Rochelle jusque dans le Lot. Je l'ai fait à vélo dans tous les sens, par plusieurs itinéraires. Le Lot, c'est un peu ma succursale, on va dire. Et d'arriver par là-bas, je sais que les paysages seront sympas. Je mets le point de départ, je mets le point d'arrivée, ça me donne dans les 500 km. Je me dis, ok, ça en le faisant de manière un peu sportive, un peu mode défi, un peu mode j'ai pas non plus le temps de prendre trop de vacances, eh bien, 10-15 jours, max. Allez, vas-y. Je commence vraiment à me mettre ça en tête, et moi, quand je commence à me mettre un truc en tête, généralement, voilà. Ensuite vient le fait que, en faisant ça début novembre, la météo, ça va être quitte ou double. Surtout là, je vais partir un peu des Alpes pour passer dans le Massif central. Ouais, on sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, faudra faire avec. Et surtout, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de me faire une petite pause, une sorte de vacances, de prendre ces quelques jours à marcher pour, je sais pas, réfléchir, pour couper un petit peu de mon ordinateur, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé tout ça le projet Coup dur. Ces 3 jours dans le Vercors, moi j'ai vraiment apprécié, c'était agréable. On était un petit groupe, c'était une bonne ambiance, bien conviviale. Et le samedi soir, retour à Grenoble, retour à l'hôtel avant le grand départ le dimanche matin. Et puis arrivé dans la chambre d'hôtel, une des premières choses que je fais, c'est d'aller prendre une douche. Donc pour ça, je me rends dans la salle de bain de l'hôtel, je rentre dans la baignoire, je mets de l'eau, je me savonne, et au moment où je rallume l'eau, je lève le truc du robinet, et là, en me redressant, j'ai le pied qui glisse et je pars en arrière. Et là, dans ma tête, tout s'est passé au ralenti. J'ai l'impression que ça a duré pendant des secondes et des secondes. Je suis parti en arrière, j'ai senti mes 2 pieds quitter le sol, basculer comme ça, les bras qui essayaient de se rattraper à des choses, enfin surtout le bras gauche, parce qu'à droite, j'avais le pommeau de douche qui était allumé du coup. Et j'ai volé, je suis tombé en fait en arrière. J'ai le bassin d'abord qui a tapé le rebord droit de la baignoire, et après le bassin, ce sont les côtes qui se sont fracassées sur le rebord de la baignoire. Là, j'ai senti toute ma cage thoracique, toute la partie droite rentrer à l'intérieur de mon corps. Enfin, c'est très bizarre comme sensation, j'avais jamais eu ça. J'ai le bras droit qui est sorti de la baignoire, en fait, qui a tapé le sol, donc toujours avec le pommeau de douche qui était allumé. Donc je me suis retrouvé étalé. Heureusement, j'ai pas tapé la tête.
Et là, premier truc que j'ai fait, je crois que c'est que j'ai coupé l'eau. Réflexe débile avant de me dire est-ce que ça va ou quoi, parce que le pommeau était allumé, je le voyais, je mettais de l'eau partout. Et alors je sais plus si j'ai coupé l'eau avec un pied ou si j'ai réussi à me redresser un peu. Bref, j'ai coupé l'eau, je me relève, la respiration un peu coupée, mal à la main droite quand même qui avait tapé le sol, douleur au pied gauche, mais ça je m'en rends compte qu'après, et vraiment la sensation d'être un peu enfoncé à droite. Et là je me dis merde, pour un peu je me suis pété les côtes, je sais pas, je finis de prendre ma douche, je ressors de la douche, j'ai un peu mal, je me sèche, je me retourne, et là sur le tapis de bain, je vois des espèces de petits trucs durs, un peu blanc, beige, gris, là. Je suis qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas tout de suite. Et c'est plus tard, en retournant à la salle de bain, que je me suis rendu compte, en fait, que c'est, vous savez, l'espèce de mortier de colle qui est entre la baignoire et les carrelages en dessous, qui avait complètement explosé. Je me dis, ça c'est la merde quand même. Parce que là, j'ai un peu mal, vu la violence du choc, vu comme j'ai senti ma cage thoracique comme ça rentrer dans mon corps, est-ce que je vais pouvoir marcher demain? De toute façon, je peux pas faire grand-chose. Je sais que si ce sont les côtes, je peux rien y faire. Je pourrais tout de suite peut-être aller aux urgences ou quoi, mais là, dans l'immédiat, je suis debout, je respire, je crache pas du sang, ça a l'air d'aller, j'arrive à me déplacer. Et puis, j'ai rendez-vous pour aller manger une pizza avec la seule personne du groupe qu'on était qui est restée aussi le soir sur Grenoble. J'ai 2 kilomètres à pied pour y aller. En marchant, ça allait, mais je me sentais quand même un petit peu tordu comme ça. Mais bon, on se retrouve, on mange. Quand j'étais assis pour manger, pas de souci, je peux respirer, je peux rigoler, je peux tousser, ça me lance pas spécialement, ça va. Je rentre à l'hôtel et c'est au moment de me coucher, quand je me suis allongé, que là j'ai compris que ça faisait mal. Et une fois allongé, je bougeais plus. Et en fait, une fois sur le dos, il y avait cette douleur qui appuyait comme ça, là, c'était vraiment compliqué. Et les fois où j'ai voulu me relever, peut-être dans la nuit pour aller aux toilettes ou je ne sais quoi, en fait, il fallait que je me tourne sur le côté, que je sorte d'abord les jambes. Enfin, voilà, c'était compliqué. Et en allant me coucher, je me suis dit, mais demain, mais jamais je vais pouvoir partir. Comment ça va le faire? De mémoire, j'avais mis mon réveil vers 6h ou 6h30 parce que le but c'était quand même de partir tôt normalement pour marcher et surtout de partir de bonne heure avant qu'il se mette à trop pleuvoir. Car en ce dimanche matin, pour ce premier jour, le départ est annoncé sous la pluie et il devait pleuvoir presque la moitié de la journée. J'ai réussi quand même à dormir à peu près correctement malgré cette douleur toujours présente aux côtes. C'est pas magique, c'est pas quand tu te réveilles le matin, ce n'est qu'un mauvais souvenir, c'est toujours là. Et au moment de se lever, bien toujours, il faut que je me tourne sur le côté, que je sorte d'abord les jambes. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que déjà, la veille au soir, avant de me coucher, j'ai pas pu m'empêcher de tester un truc. C'était de mettre mon sac sur le dos avec un peu de poids dedans pour voir si je pouvais supporter ce poids et pour voir si je supportais la ceinture en fait du sac. Le résultat était positif. Donc déjà, je m'étais dit, c'est un bon point pour être debout, pour me déplacer, pour avoir le poids, ça va. En tout cas, là, en statique dans la chambre, j'avais aussi essayé de pousser un petit peu sur mes bâtons, ça avait l'air d'aller. Après le petit-déj, où je prends bien mon temps, parce que je suis toujours en hésitation. Est-ce que c'est sage de partir? Est-ce que non? Est-ce que je vais d'abord aux urgences? Qu'est-ce que je fais? Dehors, de toute façon, il pleut de ouf. Donc, je prends mon temps, je réfléchis, je me dis les urgences d'ici c'est à 4 km à pied, mais d'après la nana à l'accueil, il risque de me renvoyer sur l'autre hôpital qui était au nord de Grenoble. Si c'est comme ça, j'ai pas fini. On est dimanche matin, je pense que le week-end comme ça, les urgences bossent bien, tous ceux qui ont un peu fait la fête la veille, tous les petits accidents domestiques pour le bricolage, enfin tous ces trucs-là, donc je risque en fait de passer 4-5 heures aux urgences à attendre pour qu'on me dise de toute façon les côtes, on peut rien faire. Vous avez juste à attendre que ça passe. Comme j'arrive quand même à supporter mon sac et tout, je me dis autant essayer de partir, et puis au pire, il y aura bien un hôpital ou quelque chose plus loin, je tente, ou plus loin, s'il faut, je prendrai un bus. Encore une fois, je suis pas en train de cracher du sang, je respire, je tiens debout, ça se tente. 500 km à pied pour rentrer à la maison, jour 1, c'est parti, départ de Grenoble, il est 9h40 en ce dimanche 2 novembre 2025. Il fait un temps de merde, c'est pour ça que je pars un peu tard, j'ai reculé un petit peu le départ pour voir si la pluie allait passer, mais il y a un moment, quand faut y aller, faut y aller. Donc je vais me mouiller, c'est parti. Quasi 4 km de fait, là je sors un petit peu de Grenoble et me voici sur les bords du Drac que je vais suivre pendant un moment. Ce début de parcours est très plat. Je crois que j'ai 10-12 km comme ça à plat, beaucoup en ligne droite, sous la flotte. Et limite, c'était mieux que ce soit sous la flotte avec ce ciel chargé. Je pense que si ça avait été sous le cagnard ou par trop beau temps, ça aurait été encore plus monotone peut-être. Au bout de cette ligne droite, j'arrive dans des villages
Bah, il est déjà midi, ça va être l'heure de manger. Je trouve un cimetière avec un petit abri. La pluie s'est arrêtée, donc bah, j'enlève mes fringues humides, je mets un peu à sécher comme ça bah, sous cet abri. Je me fais à manger et j'avais emmené en fait pour ce premier jour un plat auto-chauffant, ça pèse 400 grammes. Donc je suis quand même parti au début avec pas loin de 3 kilos de bouffe dans le sac, parce que partant un dimanche et j'avais regardé, j'avais peut-être 50-60 km sans trop de possibilités de ravitaillement. J'avais préféré prévoir le coup. Et ce plat auto-chauffant, je me suis dit tout de suite le midi, je claque les 400 grammes en moins dans le sac, je mange correctement, et en fait le fond du sachet, je le découpe, et ça me fait une gamelle ultra light pour le reste de l'aventure. Pause bouffe terminée, et là il faut grimper. Je dois monter un peu sur la pointe bah, du Vercors, hein, vraiment au bout, là si on regarde sur la carte, et avec tout ce qu'il a plu, la première montée est un petit peu hard. En fait, le sol est recouvert de feuilles mortes, c'est joli, hein, ambiance forestière en automne, mais c'est hyper humide. Et en fait, le chemin, c'est limite un ruisseau. Enfin, à monter, c'est une galère. Là, avec la douleur aux côtes, d'ailleurs, la douleur aux côtes, elle ne me gêne pas trop pour bouger. C'est vraiment plus quand il faut s'asseoir, passer sous une branche, ce genre de choses que c'est gênant. Mais ça ne me dérange pas pour le sac, ça ne me dérange pas pour les bâtons. Franchement, ça gère. Mais là, que ça glisse un petit peu, que voilà, faut un peu plus jongler, il y a des moments, c'est un peu hard. Et arriver un peu plus haut, là, bah, il y a carrément un torrent qu'il faut traverser, mais genre c'est un peu vénère. Et là, je me dis, j'ai déjà les côtes en vrac, je vais avoir le poids du sac. Bon, je vais quand même pas faire demi-tour, ça fait chier, mais si je me loupe, eh ben, je risque de, de tomber dans la cascade là. Ouais, bah c'était super à traverser ça. Il a fallu enlever les chaussures, passer pieds nus. Cette première journée est géniale. Ah putain, ça glisse. Bon, il doit être 16 heures passées et là je suis en train de descendre donc vers Saint-Quentin. La descente elle est un petit peu atroce, enfin pour moi, parce qu'en fait il y a beaucoup de pierres glissantes et je passe mon temps à glisser un petit peu dessus. Et alors ça me fout des chocs là dans les côtes et je sens bien que je suis pas à 100% de ce côté-là. Mais bon, je suis presque sorti des chemins et ensuite il y a 10 km de bitume et il faudrait idéalement trouver un coin pour pioncer à un moment quoi. Et normalement, moi, je prévois de bivouaquer plutôt le soir. Mais là, j'ai quand même mes pompes qui sont trompées, j'ai certaines affaires qui sont trempées, j'ai les côtes un peu en vrac, je risque de pas avoir chaud, et il n'y a rien qui me botte pour bivouaquer. Et je me résigne en fait à prendre une chambre. Ça me fait chier, mais je me résigne à réserver une chambre dans une ville qui s'appelle Cullin, qui était à peu près au bout de 30 km pour cette première journée. Et pour prendre cette chambre, en fait, je regarde sur le site Booking, vous savez, via mon téléphone. Et c'est Laurence aussi qui m'assiste à distance, qui me trouve la chambre. Elle me dit, bah tiens, regarde, il y a une chambre qui coûte, je sais plus, 70 ou 90 euros, 70 je crois. Et bon, ça fait un peu cher, mais au moins je vais être au chaud, je vais pouvoir reposer un peu les côtes, faire sécher mes fringues et tout. Et moi, mon téléphone, en fait, voilà, c'est là, c'est de mon téléphone, ça affiche 90 euros. Et c'est marqué tarif spécial mobile. Je suis putain, c'est pas possible, mais on voit le lien, on est sur la même page, il y a un truc qui va pas. Et donc là, petite astuce à connaître. Si vous êtes sur votre smartphone, que vous regardez le site Booking, eh bien en fait, dans le navigateur de votre téléphone, vous faites activer ou voir la version ordinateur. Et de là, en fait, vous avez les mêmes tarifs que sur un ordinateur. Et pour cette chambre, c'était 20 balles de moins. Voilà, donc il y a vraiment une belle carotte là-dessus. Bref, je réserve ma piole à 70 balles. J'y arrive en fin de journée, fin début de nuit. Le village est un peu en travaux, c'est dommage, autrement ça avait l'air d'être joli. Je m'installe, vraiment belle chambre. Il y a un sèche-serviette, je mets toutes mes fringues à sécher dessus. Et sans ça, je crois que ça n'aurait jamais séché. Et je vais me faire ma petite bouffe bivouac quand même, à base de sardines et de petites céréales où il y a juste de l'eau à mettre pour que ça gonfle. Donc, on commence bien, il y a aussi une télé avec YouTube. J'abonne cette télé à mes chaînes YouTube Histoire 2 et je vais me coucher toujours avec cette douleur pour s'allonger, mais je dors. Je vais pas vous cacher que le matin, ça a été un peu dur quand même de se lever parce que la nuit a été bonne. En plus, dehors, il s'est remis à pleuvoir à un moment pendant la nuit, donc j'étais content d'avoir pris cette piole. J'ai pu faire sécher mes fringues et tout, et donc je me rhabille et vers 7h, je pars. Et là, sous le soleil, avec un beau ciel bleu, j'attaque cette deuxième journée vraiment avec un beau temps. C'est calme, c'est beau, et très rapidement, j'arrive sur ce qui est la deuxième, on va dire, grosse bosse du parcours. Je la passe sans trop de soucis, le début est plutôt soft, à un moment ça devient quand même un peu plus technique, et puis sur le haut, il y a des chemins quand même un petit peu gras, où il faut faire attention avec quelques flaques, mais c'est pas encore les moments les pires, mais bon, il faut quand même faire attention. Et une fois redescendu, alors là c'est une longue plaine à traverser, franchement c'est long, par contre avec les bâtons, là je carbure. Petite pause changement de chaussettes, parce que là j'avais mis des chaussettes montantes là, de compression, histoire de soulager un petit peu les mollets, mais je commence à crever de chaud là.
Ouais, ça commence à transpirer et au passage, j'entretiens avec un peu de crème pour les mains. Je me dis, ça marche pour les mains, ça marche pour les pieds. Vers 11 h, j'arrive dans un bled, je sais plus lequel. Je trouve une boulangerie pour m'acheter à manger. Et puis, un peu plus loin, je commence enfin à voir des marquages rouge et blanc. Ça y est, j'ai atteint le GR65, c'était l'objectif. Et en fait, le GR65, c'est l'itinéraire que je vais suivre en majorité, en fait, pendant toute cette aventure. C'est un chemin de Compostelle, comme ça va être simple à suivre. Et je me suis dit qu'en plus, ça serait l'occasion de découvrir un peu cet univers et sans doute de trouver ce qu'il faut au fur et à mesure pour se ravitailler. Un peu plus loin, c'est la ville de la Côte-Saint-André, où là, je peux m'acheter à manger, parce que il est temps quand même de se ravitailler. J'ai déjà un peu attaqué mes stocks, même s'il m'en reste beaucoup, mais je voulais du fromage, donc j'ai pris du comté, j'ai pris du beurre de cacahuète pour les petits déj et les desserts. Le beurre de cacahuète, ouais, c'est lourd à transporter, mais c'est hyper calorique, c'est bon. Enfin, moi, je le bouffe à la petite cuillère. Là, je prends un modèle crunchy, c'était trop bon. Et je passe à la pharmacie prendre des granules d'arnica en me disant « Allez, peut-être que pour les côtes, ça fera quelque chose. » Je tente. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Là, on voit bien de là où je viens. J'étais derrière les petites bosses là-bas ce matin, derrière tout ce bordel avant. Et puis, ce week-end, j'étais là-dedans. Vraiment trop beau là de voir les Alpes d'ici. Oh, heureusement qu'il y a cette petite planche pour traverser. Sans ça, il aurait fallu mouiller les pieds encore. Oula, solidité toute relative. C'est très flex. Bon, ça, c'est pas très drôle pour réussir à garder les pieds au sec. Avec ma côte, là, j'arriverai pas à sauter jusqu'à là tranquillement, et puis après jusqu'à là-bas sans me faire mal. Et le soir de ce deuxième jour, je vais à Revel-Tourdan. Là, j'ai déjà marché 52 km quand même, première grosse étape. Revel-Tourdan, en fait, où je plante ma tente, et ce sera d'ailleurs la seule fois de l'aventure. Et puis, c'est le premier essai de mon système de couchage que j'ai avec un matelas et un quilt. Et ça, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je vous donne mon avis sur la chose. La troisième journée, elle commence bien. Au-delà du fait que toujours pour se coucher, se relever, et puis dans la tente où c'est un peu restreint, avec les côtes, c'est pas toujours très fun, je perce le sol de ma tente. Et j'ai eu du bol en fait, parce que vous savez, c'est une tente de place, j'avais mon matelas d'un côté, mes affaires de l'autre, et le matin, quand je me suis décalé pour dégonfler mon matelas, j'ai senti un truc qui me piquait le cul. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je me relève et là, je vois une branche qui est à travers le sol de la tente. C'est quand je me suis assis à côté avec mon poids, en fait, que ça a percé. Heureusement que c'était pas sous le matelas. Sans ça, j'aurais percé la tente, le matelas. Je me serais retrouvé à plat pendant la nuit. Ça aurait été magnifique. Pour la tente, en fait, j'avais pris de quoi la réparer. Je me suis fait un petit kit de réparation. Je vous mets le lien en description avec des patchs adhésifs. J'avais de la colle, j'avais tout ce qu'il faut. Le matin même, je fais une petite réparation de fortune en attendant de faire mieux. Mais au moins, je me dis que quand j'aurai besoin de la reposer un prochain soir, ce sera prêt. Je me barre de ce bled avec un beau lever de soleil sur les Alpes. J'installe mon panneau solaire pour recharger déjà ma batterie externe, comme là il fait beau, autant en profiter pour cette première journée, parce que j'ai géré l'électricité comme ça tout au long. Je chargeais quand j'avais des hébergements, ou avec le panneau solaire les jours où je prenais pas d'hébergement, de manière à avoir toujours la batterie externe pleine. La température, elle monte vite en ce deuxième jour, et très vite je me mets en short, t-shirt, et là je suis beaucoup mieux pour marcher, plutôt que les 2 jours précédents où parfois j'avais un peu chaud. Et là, sur cette première moitié de parcours, je tombe vraiment sur des chemins complètement inondés. Ouais, il y a un moment, ça devient quand même compliqué ces conneries là. Je ne suis même pas trop passé sur les bords, c'est hyper encombré, je l'ai fait tout à l'heure, mais. Je pense que je suis sorti de ce bourbier, je vais peut-être pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal. J'ai réussi à limiter la casse, mais ça a mouillé quand même. Dans la matinée, passage des 100 km depuis Grenoble, et puis vers midi, j'arrive à Salaise-sur-Sanne. Là, j'ai un petit doute sur le fait que j'étais encore vraiment sur le GR65. Je crois qu'avant, je l'ai quitté. Il me semble que l'officiel passe un peu plus haut. Je sais plus trop, il faudrait revoir la carte. Mais bon, à Salaise-sur-Sanne, je trouve une boulangerie qui avait fait ce jour-là du bœuf bourguignon. Je me dis, ce sera plus sympa qu'un sandwich. Donc j'achète ça, une bonne grosse part de flan, je trouve un petit coin pour manger. Et puis, après, il va falloir repartir et j'ai une motivation pour le soir. En fait, chaque jour, je mettais une petite vidéo, comme vous avez vu dans l'introduction de cette vidéo, et il y a des gens qui commentaient cette vidéo, et sur Facebook, il y a une dame qui me dit tiens, pour dormir, il y a un endroit, dans un bled qui s'appelle Saint-Julien-Molin-Molette, où il y a une œuvre d'art refuge. Donc en fait, ils ont restauré un bâtiment où on peut dormir dedans. Et là, je me dis, ça serait cool, ça me ferait un beau spot de bivouac, propre, sec et tout. Allez, je me chauffe à y aller, mais pour ça, il faut que dans la journée, je rentre un peu plus de 50 km. Donc là, j'ai à mi-parcours. Je repars donc de cette pause déjeuner et je me dirige vers le Rhône que je dois traverser. Et là, c'est un peu zone d'activité, c'est pas agréable. Je me retrouve à longer une route, je marche sur le bord, c'est une route quand même un petit peu rapide. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un gars
un routier qui me klaxonne, qui fait des appels de phare, qui me fait des grands signes genre salut. Alors est-ce que c'est un gars juste qui fait ça parce qu'il voit quelqu'un marcher, ou est-ce que c'est un gars qui suit une vidéo, peut-être toi derrière ton écran, auquel cas salut, enfin c'était sympa, ça faisait plaisir, c'était marrant. Et ensuite il faut longer le Rhône ou un canal latéral au Rhône, là je sais plus, pendant 3, 4, 5 bornes, je sais plus, c'était l'enfer. Bon, là, j'avais le vent de dos, alors que je l'avais un peu en biais, justement, quand fallait passer un pont, c'était pas drôle. Mais surtout, il y a le soleil qui tape, et c'est tout droit, c'est long, c'est l'enfer. Et sur le côté, il y a, je crois, la Via Rona, qui a un itinéraire vélo. Et je me dis, mais putain, ça doit être long et chiant. T'es comme ça, à plat, tout droit, pendant des kilomètres et des kilomètres, mais c'est naze. Au bout, j'arrive dans un village, je sais plus, Saint quelque chose, je crois, mais qui était joli. Et de là, eh bien, je commence à monter sur le massif du Pilat, que je ne connaissais pas. Et enfin, les paysages deviennent un peu plus sympas. Parce que toute la partie avant, c'était quand même très chiant. J'avais beaucoup de routes, beaucoup de plats. Enfin, c'était vraiment pas fun. Là, j'arrive dans un autre univers. En plus, la lumière commence à baisser. C'est un peu plus la fin de journée. C'est un peu doré, je sais pas. Enfin, il y a des vignes, tout. Enfin, c'est génial. Je demande de l'eau à une dame qui habite là. Très sympa. On discute un petit peu. Et puis, au coucher de soleil, toujours cette vue sur les Alpes, là, pendant que je monte, toujours un peu cette vue sur le chemin parcouru, et j'arrive de nuit à Saint-Julien, Molin-Molette, où je me ravitaille dans une petite épicerie, avant d'aller à cette œuvre d'art refuge, donc au bout de 50 et quelques kilomètres ce jour-là. Donc c'est dans un parc, en fait, c'est une sorte de bâtiment, ils ont fait des espèces de miroirs autour, enfin bref, et à l'intérieur avec des espèces de grands bancs en bois où on peut dormir à 4. En arrivant devant, il y a la porte vitrée, et je vois un chien et un mec dedans, et je me dis, ah bon, je vais pas être tout seul, comment ça va se passer? Je rentre, le chien me saute dessus, et en fait, chien très gentil, et je commence à discuter avec le mec, il dort là aussi, il s'appelle Solal, il est magicien itinérant, et c'était très sympa. Voilà, on a discuté, bon, lui avait déjà mangé, moi je mange, bon après on dort. On a rediscuté après vers 3h du mat quand on est sorti pisser. Le ciel était étoilé, complètement dégagé, pleine lune, c'était magnifique, et je suis en train de me dire, mais ça m'aurait trop envie de marcher en fait de nuit. Le matin, vers 5h, 5h30, réveil final. Et là encore, quand il a fallu se lever, avec le froid, les côtes elles étaient raides, ça a été très compliqué pendant quelques temps, mais bon, j'arrive à prendre le petit-déj, je dis au revoir à Solal, et je repars un peu avant 6h30, et très vite, là, j'ai une vue sur les Alpes avec le soleil levant derrière. C'est magnifique. Je suis tout seul sur des chemins, c'est le calme et tout, c'est exceptionnel. Et en fait, le soir, j'apprends que ce que je vois au fond, ce que j'ai pris en photo, c'était le Mont Blanc. Sur le coup, je m'en étais pas rendu compte, mais voilà, au fond, j'avais vu sur le Mont Blanc. 8h, 7 km de fait, je suis à Bourg-Argental. Je me suis arrêté me prendre un petit pain au chocolat. Je voulais un truc, vous savez, pain au chocolat ou croissant aux amandes. Mais ils n'avaient pas. Puis comme ça, j'ai un croque-monsieur pour midi. Je suis tranquille pour la journée. Là, le GR65, il a une partie commune avec la Via Fluvia, qui est un itinéraire cyclable. C'est hyper agréable. Je serais pas contre revenir le faire à vélo. Je suis à Saint-Sauveur en rue, et regardez, il y a une ancienne petite gare aménagée en abri des voyageurs. C'est super là pour se poser, il y a des bouquins, des bancs. Pour passer la nuit, ça aurait été bien aussi. Et là, je commence à entendre un bruit bizarre au niveau de mes bâtons. Je sais pas, il y a un truc qui est différent. Je regarde le bout de mes bâtons, et en fait, il n'y a plus de pointe. C'est complètement mort. Alors c'est vrai qu'elle gigotait déjà un petit peu avant de partir, et là, il n'y a plus. Et je me dis, merde, je suis qu'au 4e jour. J'ai pas encore fait 200 bornes, il m'en reste beaucoup. Ce serait bien quand même d'avoir les bâtons jusqu'au bout, surtout là, avec les côtes, pour soulager les jambes et tout, c'est pas mal. Et moi, j'avais emmené des petits bouchons à mettre au bout quand même pour protéger, donc là, je les remets pour essayer de sauvegarder un peu le bout des bâtons, et je me dis, bon, ce sont des bâtons Décathlon, il y a peut-être encore 1 ou 2 Décathlon plus loin sur le parcours, peut-être que je peux en commander et les avoir en fait sur place. Donc sur le site Décathlon, je vois le Décathlon du Puy-en-Velay qui est plus loin, je peux les commander et ça doit être livré genre 2 jours après, et ça tombe plutôt bien par rapport à mon planning. Donc je me dis, hop, nickel, je fais ça. Je monte là en forêt. En haut, il y a gros vent. Je fais une pause dans un bled qui s'appelle Laissez tout, où je fais un truc assez catastrophique en dessert, parce que j'avais plus de yaourt ou quoi. J'avais des carrés de chocolat et du beurre de cacahuète. Donc je trempais mes carrés de chocolat dans le beurre de cacahuète. Je me disais, il y a un truc que je trouvais étrange depuis tout à l'heure, mais en fait j'ai compris. C'est la couleur des arbres. Comme ici, c'est que du résineux, là comme ça, du pain et tout. C'est beaucoup plus vert que sur les autres jours où c'était plus des couleurs d'automne. Et surtout sur cette 4e journée, eh bien je dois retrouver Mathieu de la chaîne Bikeaway, si vous connaissez. C'est un gars qui fait aussi beaucoup de voyages à vélo, tout plein de trucs. Et comme il habite par là, bien le soir, je dors chez lui, et il vient me rejoindre en fait sur le chemin, et on partage les derniers kilomètres de la journée ensemble jusqu'à Montfaucon en Velay. Donc là, ça fait dans les 41 kilomètres à peu près pour ce 4e jour, et on passe la soirée chez lui tranquillement.
Là, j'ai pu passer une bonne nuit au chaud, bien refaire le plein de calories, et c'est seulement vers 8 h que Mathieu me redépose à Montfaucon en Velay, donc départ tardif. Je m'étais dit peut-être aussi que ce jour-là, je ferais une journée plus courte, et il part dans l'idée de faire à peu près 1 kilomètre ou 2 avec moi, et puis de rentrer après. Bon, au final, on va partager 10 kilomètres ensemble. Il se dit, oh, puis merde, vas-y, je me fais une balade. Il fait bon, c'est sympa. On a pris 3 gouttes au départ, mais seulement 3 gouttes. Et puis on discute. C'est vrai que le temps passe beaucoup plus vite. C'est vraiment sympa. Donc on marche ensemble jusqu'à je sais plus quel bled. Lui, il est rentré en fait par une voie ferrée où il n'y a pas de train comme ça. Enfin, c'est un truc touristique, mais il n'y a pas de train en cette période-là. Enfin, ça avait l'air très sympa. Et moi, je continue toujours sur ce GR65, sur ce chemin de Compostelle, qui jusqu'à maintenant montre pas toujours trop cette ambiance Compostelle, je trouve, par rapport à ce que je verrai plus loin. Sauf là, je tombe sur un chemin un peu en forêt où il y a des petites pancartes sur le bord avec des panneaux qui invitent à la réflexion, genre quelle est ta plus grande peur, quel est machin, quel est truc. Donc c'est marrant et en fait ça dure pendant des kilomètres et c'est bien un truc en rapport avec Compostelle, je pense, qui a été mis là. En tout cas avec une asso en rapport ou je ne sais quoi. Bref. Je ne sais pas si vous entendez, il y a les cloches qui sonnent. Là, je suis à Saint-Jeur, il est midi, j'ai fait 18 km. C'est l'heure de manger dans un endroit encore très sexy. Des toilettes. Mais au moins, chaud, parce que dehors, avec le vent, il fait pas chaud. Bon, bah, il fait beau de là d'où je viens. On revoit un petit peu au fond les montagnes, là, les Alpes, en blanc, tout là-bas. Je pensais pas les revoir. Là, j'arrive dans ce qui s'appelle le Mégale, je crois que c'est une station de ski avec un village qui s'appelle Rafi, qui est en fait le point culminant de la Via, je vais essayer de bien le dire, Gebenensis, qui est la voie de Genève. Donc c'est la partie de ce chemin de Compostelle qui part de Genève et qui va jusqu'au Puy en Velay. Là, je suis à presque 1300 mètres d'altitude et de là, en fait, ça ne fait que descendre maintenant jusqu'au Puy-en-Velay. Un peu plus loin, j'arrive dans une ville qui s'appelle Saint-Julien-Chapteuil, où je pense à me racheter à manger pour le soir, enfin me ravitailler, me prendre un goûter et tout ça. Je trouve un Intermarché qui d'ailleurs est mal positionné sur Google Maps. J'ai fait des allers-retours comme un débile sur une route alors qu'il était juste plus loin. Et dans son Intermarché, arrivé au moment de payer, je m'embrouille avec la caissière. Parce que je suis avec mon gros sac sur le dos et la caissière me dit « Mais vous n'avez pas laissé votre sac à l'accueil ?» Je fais « En fait, il n'y a pas d'accueil. » Je fais votre magasin, on rentre dedans, tout de suite, on a la tête dans les viennoiseries. Moi, j'ai regardé les croissants, enfin, il n'y a pas d'accueil. Ah, mais fallait faire le tour. En fait, non, je vais pas faire tout le tour du magasin pour déposer mon sac si vous ne mettez pas un truc au début. Enfin, je sais pas. Je lui dis maintenant, je veux bien vider tout mon sac, hein, mais ça va être long. Bref, elle a fait un petit peu la tête. J'ai payé. Comme ça, j'avais mes cookies. J'ai eu un gros délire avec les cookies, en fait, pendant cette aventure. J'en bouffais un peu tous les jours, j'achetais des paquets qui faisaient un jour ou deux, enfin bon, bref. Et je prenais aussi des fromages blancs type Skyr, là, c'est un peu consistant, ça remplit bien. 17h25, j'ai fait presque 40 km, j'aurais bien continué un petit peu, mais là il y a le vent qui se lève vénère, ça annonce beaucoup de pluie là tout de suite, donc je vais jouer la sécurité, je vais essayer de dormir dans ce petit four à pain, dans la petite bourgade d'Enac. A priori c'est ok, ça appartient à la commune et c'est bon, il va juste falloir réussir à poser le matelas sans tout percer. Bon, ce four à pain au final, je n'y suis pas resté. 17h, je trouvais que ça faisait tôt, finalement, je sais pas, il pleuvait pas, il faisait très sombre dans le four. En plus, il fallait que je protège un peu le sol là, par rapport à mon matelas. Et puis je regarde, je suis plus qu'à 15 bornes du Puy-en-Velay. Et je me dis, allez, pourquoi pas, je repars. Je regarde, je vois une chambre à 37 €. Je fais, après tout, pourquoi pas. Je sais que de toute façon, là-bas, pour bivouaquer, ça va être peut-être compliqué, ça va être de la ville. Je suis allé, je le tente, il est 17h30, je tape un gros rush. En 2h30, je fais les 15 bornes, je suis arrivé et je pars. Et là, peut-être comme un signe, je sais pas, il y a un petit chat, tout petit, tout mignon, qui vient me voir en partant, qui se met dans mes pattes, qui miaule, qui veut que je le caresse et qui m'a suivi pendant, je sais pas, 200, 300 mètres. Il courait à côté de moi et tout, il se mettait devant moi pour que je le caresse, il voulait pas que je parte. Peut-être qu'il me prévenait qu'en fait, j'allais me faire mal sur cette portion, parce que là je pars vraiment à bloc, en me disant j'ai envie d'arriver tôt, je risque de me prendre la flotte, je trace. Ce que je fais aussi, c'est que j'appelle Decathlon, vous savez, au Puy-en-Velay, parce que du coup je vais arriver avec une journée d'avance. Je les appelle pour leur dire voilà, j'ai commandé des pointes de bâton, ça doit arriver chez vous demain. Moi finalement je vais arriver ce soir. Est-ce que si je passe demain à l'ouverture, comme vous les aurez sans doute pas reçus, on peut regarder si vous en avez en rayon, les démonter, les remonter sur mes bâtons, et puis que vous allez recevoir pour moi, vous remontez dessus. Elle me dit oui, on pourra faire ça, passer demain. Donc je trace, et au bout d'un moment, je commence à sentir une petite douleur au tibia gauche. Bon, au début, j'y prête pas plus attention que ça, mais petit truc quand même qui me titille. Et puis, à un moment, je me dis, je suis comme un gros débile. J'avais chargé mon réservoir d'eau de 2 litres pour avoir de l'eau pour le soir, et en fait, je ne l'ai pas vidé avant de repartir marcher comme ça à bloc. Donc je me trimballe 2 kilos de plus la bouffe que j'avais achetée. C'est peut-être pour ça aussi que je me fais mal, donc là je m'arrête pour vider le truc, mais il reste déjà plus que 6 km. Donc la petite douleur
qui pue la perlostite et commence déjà à s'installer. Finalement, j'ai pas de pluie. Il y a déjà la lune qui éclaire toujours bien, on est toujours sur cette période un peu pleine lune. J'arrive dans la ville qui est avant le Puy-en-Velay, bon c'est sympa. Puis après jusqu'au Puy-en-Velay, c'est long, c'est chiant, c'est tout droit, c'est plat sur une espèce de piste cyclable. C'est pas agréable, et là avec la douleur au tibia, c'est vraiment pas cool. Par contre l'arrivée au Puy-en-Velay de nuit, il y avait une ambiance, il n'y avait pas grand monde, je sais pas, il était peut-être 20h ou 20h30, je sais plus. Avec juste l'éclairage public, j'ai vraiment apprécié dans cette ville un peu médiévale et tout, c'était super sympa. Et bon bah voilà, je vais prendre mon logement après 54 bandes de marche. Logement, comment vous dire, c'est pas comme le premier que j'avais réservé, hein. Je rentre dedans, ça fait un peu vieillot, sale, c'est pas ouf, il y a un bruit pas possible. Je me demande si les mecs au-dessus sont pas en train de jouer au basket. Insonorisation de merde, mais ça tape dans tous les sens. Je crois c'est pas possible. Je suis monté sur un lit, j'ai tapé direct. Ah, ça s'est pas calmé tout de suite. Puis à un moment, j'entends des gens dans les escaliers, ça se calme. Puis un peu plus tard, pendant que je mangeais, il y a des gens qui rentrent dans le hall. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. J'entends les gens qui remontent à l'étage. Et juste au-dessus, ça recommence à jouer au basket ou je ne sais quoi. Ça va, ça n'a pas duré. Et après, ça n'a pas repris la nuit. Donc j'ai quand même réussi à dormir. La nuit aura donc finalement été correcte et sans interruption particulière. Pour ce 6e jour, j'avais décidé de ne pas mettre le réveil aux aurores puisque le décathlon n'ouvrait que vers 9h, 9h30 et que j'avais que 20 ou 30 minutes de marche. Donc je me lève tranquillement, je prends un peu mon temps et je me dis, je suis au Puy-en-Velay, la ville a l'air jolie, je suis logé dans le centre, autant aller faire un petit tour, en profiter pour visiter, quoi. Donc là, je pars sans mon sac à dos, je sens que la douleur au tibia qui était déjà présente la veille, en fait, elle n'est pas passée. C'est toujours là et ça tire un peu pour aller se balader, mais ça fait du bien de marcher sans le sac. Il fait beau, c'est joli, voilà, je visite un peu. À un moment, je me retrouve face à un décollage de montgolfière, il y en a partout, enfin, c'était chouette. Je retourne chercher mon sac et il est temps de s'y mettre. Je descends dans la zone où il y a le décathlon et où il y a un supermarché où je peux acheter un peu de ravitaillement. Je commence par faire ça. Je vais au décathlon, donc je leur réexplique la chose. Donc je tombe sur une autre personne que celle que j'ai eu au téléphone. Et bon, on va voir en rayon. Pas de chance, les bâtons de trail, ils n'en ont pas en stock. Ils n'ont que des bâtons de rando, ce ne sont pas les mêmes pointes. Donc c'est niqué, il faut que j'attende mon colis qui risque de n'arriver que en début d'après-midi. J'ai pas forcément envie de passer 3 ou 4 heures à attendre. Donc je m'étais dit, j'attends un peu, puis si jamais vraiment ça n'arrive pas, je trace, et au pire des cas, le colis va repartir. Bon, en attendant, comme ça, mon tibia continue de se reposer, moi je retourne faire 2-3 courses, je bouffe des conneries, voilà, j'achète un peu ce qui passe, et vers, je sais pas, 11h, 11h30, toujours pas arrivé, je commence à me dire, bon je vais y aller, hein, parce que voilà, et j'étais sur le point de partir, je me dis, allez, j'attends encore un petit peu, je me remets sur un autre banc, et là je vois un petit camion blanc qui arrive. Le mec, il commence à remplir les consignes. Je fais, ok, ça y est, c'est bon. Les pointes, elles arrivent. On va pouvoir s'y mettre. Tout de suite, je vais le voir en lui disant, tiens, vous n'avez pas un colis à tel nom? Il dit, je sais pas, j'ai déjà quasi tout rempli et tout. De toute façon, vous allez recevoir le mail. Et pour moi, j'ai encore rien. Le mec a rempli toutes les consignes, j'ai rien. Je fais, putain, ça pue. Et puis là, ça y est, le mail tombe, mais en fait, c'est à l'accueil du magasin. Alors, je ne sais pas comment ils répartissent les trucs. Je vais à l'accueil, on me donne mon colis. Je vais après à l'atelier, vous savez, où ils réparent les vélos là chez Decat. Je leur demande de me prêter une pince pour pouvoir dévisser mes pointes et puis monter les nouvelles. Donc, je fais mon petit bricolage. Il y a un autre vendeur qui vient discuter avec moi. On discute 5-10 minutes, c'était cool. Et me voilà prêt à repartir avec des bâtons neufs. Il est midi. Il fait beau, même si rapidement, ça commence à se courir un petit peu. Et je démarre en fait sur une piste. Et là, ça change. Il y a moins de bitume, c'est différent déjà le paysage là, donc c'en est fini maintenant de la voie de Genève, hein. Là j'attaque la voie du Puy-en-Velay, la Via Podiensis, si je ne me trompe pas. En fait, cette Via Podiensis, la voie du Puy-en-Velay, si j'ai bien compris, c'est la première des voies de Compostelle, le chemin du premier pèlerin. Et d'ailleurs, on voit l'ambiance Compostelle depuis le Puy-en-Velay, elle est déjà plus marquée et on voit plein d'aménagements. Très rapidement, commence à y avoir des toilettes publiques, des toilettes sèches. Il y a plein de trucs, il y a plein aussi de panneaux gîtes. Il y en avait déjà eu un petit peu avant, mais là, ça se multiplie un peu plus. 8 km 4 depuis le décathlon, il est bientôt 14h, donc il est temps quand même de s'envoyer le gros sandwich. Ça fera aussi de la place et du poids en moins dans le sac. Et là, donc, je suis arrivé à Saint-Christophe-sur-Dolaison. Ah, ce matin, il y avait une super belle lumière, enfin, même jusqu'à midi, et là, c'est tout couvert, c'est un peu déprimant, là, ça fait sombre, ça fait bizarre. Là, il est 16h39 et le soleil qu'on peut voir ici, il se couche à 17h25. Et c'est marrant parce que comme je progresse vers l'ouest, petit à petit, je reprends des minutes de soleil chaque jour. Le soleil finit un peu de tomber, je rentre dans un petit chemin
un peu forêt. Et là, il y a un truc un peu genre Blair Witch au milieu du chemin. C'est assez chelou. J'étais avec ma frontale, je suis oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et au bout du chemin, j'arrive dans un village. Il y a un chien qui aboie au bout du chemin. Et puis la dame qui vient le chercher, qui le retient, je lui avais l'air quand même un peu gros, quoi. Je lui dis bonsoir de loin, elle me dit bonsoir. Et là, elle me demande en fait si je vais bivouaquer là. Et je lui dis, bah ouais, il y a des chances, de toute façon, là, il commence à faire nuit, je sais pas, il était 18h, 18h30. C'est possible, elle me dit, bah ouais, je vous conseille de bivouaquer là, parce qu'après, la descente de nuit, c'est pas trop conseillé, elle est un peu hardcore. Et puis de toute façon, la ville qui est en bas, c'est interdit de bivouaquer sur tout le territoire de la commune. Je lui dis, ok, je lui dis, bah par là, où est-ce que je peux me mettre? Elle me dit, bah vers la chapelle, c'est pas mal. Et bon, en vrai, j'avais déjà repéré un petit peu cette chapelle, et j'avais vu que a priori, c'était possible de dormir dedans. Et je lui dis, bah, je pensais dormir à l'intérieur, comme ça, pour pas avoir à monter la tente, parce que je me suis pété les côtes et tout, donc c'est vrai que ça m'arrange de pas trop bricoler. Elle me dit, ah, ouais, faut pas trop le dire, machin. Enfin, ça lui fait pas trop plaisir, mais elle me dit, ouais, bon, bah, ok, quoi. Il y a de l'eau, je fais mon plein d'eau, je monte dans la chapelle, qui était en haut d'un caillou. Je vous dis pas exactement où, hein, du coup, pour pas trop annoncer le truc, hein, pour respecter un petit peu ce qu'on m'a demandé. Pareil que de là, on a un panorama magnifique sur les gorges de l'Allier, je crois. De nuit, forcément, je ne l'ai pas trop vu, même si avec la pleine lune, je voyais un peu les contours. Enfin bon, bref, je m'installe dans cette chapelle où il faisait pas très chaud, c'était un peu frigo, mais c'était bien. Je pose mes affaires, je me fais à manger, et vers 20h, je gonfle mon matelas, et là, il y a un mec qui rentre. Je lui dis bonsoir, il me dit bonsoir, je lui dis, bah, je me suis permis de m'installer ici là pour la nuit, et lui, il me dit, bah, vous avez bien fait. Donc un gros contraste, en fait, entre la première dame qui était pas trop enchantée, et ce monsieur qui dit, bah ouais, vous avez bien fait, puis on discute un peu. Je lui raconte un peu ce que je fais. Il me dit bah, vous avez ce qu'il faut pour manger, vous avez besoin de quelque chose. Je dis bon, c'est bon, j'ai tout, j'ai mangé. Là, je me prépare pour aller me coucher et tout ça. Et donc, le gars, en fait, habite ici et il vient chanter et prier un petit peu tous les jours. Il me demande mon prénom. Ça, je lui avais dit en fait bah ouais, je commence à avoir une douleur à la jambe, je m'étais pété les côtes. Et il me dit bah, je vais prier pour ta jambe. Alors, moi, je suis pas spécialement croyant, pratiquant, tout ça. Je dis oh, tiens. Et en fait, le gars, il a fait son chant, il a allumé sa petite bougie. Il a fait sa prière où il a prié pour ma jambe, mais j'ai trouvé ça en fait super gentil. Je sais pas, le gars était sympa. Et puis après, bah, il est reparti. Puis bah, moi, j'ai passé une bonne nuit. Hein. Clairement, ici, personne n'est venu m'emmerder. Jour 7, 7h05, il est temps de repartir sans attendre que le soleil nous dévoile vraiment ce magnifique paysage. Je pense que ça doit être très beau. Bon, en effet, cette descente, elle est un petit peu technique quand même, un petit peu pas mal pentue, pas mal de racines, de cailloux. Avec les feuilles mortes, on voit pas tout. Et heureusement qu'il commence à faire un petit peu jour. On n'a rien d'insurmontable. Mais avec mes histoires de côte et tout, comme j'ai pas trop le droit à la chute, faut que je fasse gaffe quand même. Alors la descente rude, hein, c'est pas tout le long, mais en bas, on arrive à Monistrol d'Allier. Et dans cette ville, eh bien, il y a un pont Eiffel. Et ce pont Eiffel, il marque au final la moitié de mon trajet de Grenoble jusque dans le Lot. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, bah, il faut remonter. Donc là, il y a un truc qui s'appelle la montée de la Madeleine. Elle est plutôt rude. J'ai toujours ma douleur au tibia. Mais je me rends compte qu'en fait, en montée, ça gère. Tant que ça monte, ça va. Et ce jour-là, bah, ça fait surtout monter. J'arrive un peu plus loin dans une ville qui s'appelle Saugues. Saugues, qui est connue un petit peu pour son musée de la bête du Gévaudan et tout ça. On voit bien cette ambiance bête du Gévaudan qui commence à être un peu partout, en plus de l'ambiance Compostelle. Et pour me ravitailler, il y a un petit supermarché en fait qui est un peu à l'écart du centre-ville. Donc là, il faut faire un détour à pied. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça, il faut y aller. Où je me rachète du beurre de cacahuète parce que l'autre pot était vide. Hein. Ce 400 grammes le pot, croyez-moi que je le mangeais vite pour alléger. Et là, pas de chance. Pas de beurre de cacahuète crunchy, il n'y a que du normal. C'est bon, mais c'est quand même moins bon. Je passe aussi à la pharmacie pour m'acheter de l'huile d'arnica. Pour mixer avec, j'avais déjà acheté avant de l'huile essentielle de menthe poivrée et de l'huile essentielle de Golteri, que j'avais pris à la base un peu pour soulager les premières douleurs que j'avais au pied là, sur les premiers jours. Et là, je voulais mettre aussi de l'huile d'arnica pour mettre sur mon tibia pour essayer de faire passer cette inflammation que j'avais, cette périostite. Donc je prends tout ça, et puis elle me vend aussi des espèces de gélules à l'huile de bourrache, Protéochoc je crois que ça s'appelle. Est-ce que ça a fait le taf? Est-ce que pas? Est-ce que ça a contribué? Bon, en tout cas, j'ai pris, j'ai testé. Et à côté de ça, il y a une brasserie, un resto là qui fait des pizzas. Je me dis, tiens, je vais me poser là pour manger, ça fera pas de mal. Pizza super bonne avec des morceaux de saucisse et tout. Il y a des prises électriques à côté de la banquette. Je peux recharger mes affaires, je peux mettre de l'huile. Le seul truc que je remarque pendant que je mange, c'est que j'étais pas tout seul dans le resto, il y avait quelques autres personnes, toutes les mouches étaient autour de moi. Je crois que j'ai attiré toutes les mouches du resto. Et là je me dis, ouais, peut-être que je commence à plus sentir très très bon. Actuellement je traverse la Margeride et vous voyez cette piste, je la trouve magnifique. En fait c'est un peu l'idée que je me faisais de ce GR65, de ces chemins de Compostelle, de belles pistes comme ça, avec parfois des trucs un peu plus techniques, mais toujours dans des paysages authentiques, un peu comme ça.
Malheureusement, bon, jusqu'à maintenant, j'ai eu comme pas mal de phases bitumées. Mais là, je profite vraiment. Et j'entends un bruit sur le côté, sur ma droite, et là je vois une envolée de vautours, mais à 30 mètres de moi, j'en avais jamais vu comme ça d'aussi près qui décollaient. Ils vont se poser derrière moi sur la cime des sapins. Alors comme c'est gros et quand même que c'est un peu lourd comme oiseau, les sapins ils étaient comme ça. Enfin c'était assez chouette à voir, enfin, c'était cool. Et là j'ai regretté de ne pas avoir un appareil photo, vous savez, avec un bel objectif, un bon gros zoom, là, il y aurait eu des super photos à faire, enfin, c'est comme ça. Un peu plus loin, dans un village, il y a un truc qui s'appelle la Maison de la Béate, qui est en fait un bâtiment, une maison qui a été restaurée par la commune apparemment, et qui est mis à dispo des randonneurs comme gîte, comme abri, que ce soit pour la journée ou pour la nuit. En face, il y a de l'eau, il y a des toilettes sèches, il y a tout ce qu'il faut. Dans cette maison, je suis allé voir, hein, il y a une table, des bancs, il y a un poêle à bois, enfin il y a tout ce qu'il faut, c'était hyper confort. J'aurais bien passé le reste de la journée là, tranquille, et la nuit, mais il était un petit peu trop tôt pour s'arrêter et j'avais repéré autre chose. Je m'arrête un peu plus loin, faire une pause, parce que je trouve en fait une fontaine à eau, et vous savez, quand je me passe ces huiles essentielles sur le tibia, d'ailleurs, il faut se laver les mains, parce que si on se frotte les yeux ou quoi derrière, ce serait pas cool. J'entame le paquet de cookies que j'avais acheté aussi à midi, et là, j'ai une sorte d'attaque de chat. Juste quand j'ai sorti ce paquet de gâteaux, le bruit du paquet, il y a des chats qui s'enraient de partout. Je les avais vus avant, en arrivant dans le village, ces chats. Il y en avait un tout petit, tout mignon, puis il y en avait d'autres. Et vas-y, que ça arrive à droite, à gauche, ça miaule, ça monte sur la table, ça commence à regarder les gâteaux. Il doit avoir l'habitude de se faire nourrir comme ça. Mais ça arrive dans tous les sens, je me fais encercler. Mignon, hein, mais ils se laissent pas trop caresser, ils mettent des petits coups de patte comme ça, tout gentils. Et je me dis, putain, faut que je les surveille parce qu'ils vont se tirer avec ma bouffe, quoi. Et puis, il y a un mec qui arrive, qui marche avec son sac à dos en fumant sa clope. Et ce mec, en fait, je l'avais déjà aperçu plus tôt dans la journée, après mon Monistrol d'Allier. Vous savez, quand je vous parlais de cette montée de la Madeleine, je l'avais aperçu là, il était avec une dame, et je l'avais aussi aperçu à Saugues. Moi, quand je repartais, lui, il rentrait un peu dans la ville, et je crois qu'il est rentré dans un sas de banque, et je l'avais pas revu. Je l'interpelle, on commence à discuter, donc je lui dis, tu fais Compostelle, tu fais quelque chose, machin, il me dit, ouais, il me dit, attends, j'attends que tu fasses ton sac, vas-y, on marche un peu ensemble, voilà. Et en fait, ça a été une super rencontre. Et ce qui est très marrant, c'est que ce gars s'appelle aussi Julien, il a aussi 38 ans, mais lui, il vient de Montréal. L'histoire de ce gars, c'est que, de ce qu'il m'a dit, on lui a un peu conseillé de prendre des vacances. Je pense qu'il était un peu en mode burn-out ou un truc comme ça. Il a pris son sac, il a pris un avion, il est arrivé à Paris, et en fait, il est parti de Paris à pied 23 jours avant que je le rencontre. Et il s'est dit, je serai à Saint-Jacques-de-Compostelle pour Noël. Un peu à l'arrache, il était avec son jean, avec son sac à dos, pas de matos de couchage particulier, il dormait quelquefois sous des arbres, ou beaucoup chez ce qu'on appelle des hospitaliers. Vous savez, ce sont des gens qui hébergent sur Compostelle, ou dans des gîtes. Il avait récupéré une liste avec tous les gîtes ouverts en cette période, donc j'ai pris une photo au cas où. Il me disait que le midi, il mangeait pas, il préférait le vin rouge parce que il aimait bien boire un petit coup de vin rouge de temps en temps, et le vin, chez lui, c'était très cher. Il importait en fait que le mauvais vin français, et ici, pour moins cher, le vin était déjà meilleur, hein, le truc le moins cher qu'on avait. C'était une rencontre très sympa. D'ailleurs, on a gardé contact, et au moment où je fais cette vidéo, là, ça y est, il doit être arrivé à Compostelle. Donc là, je tourne le 14 décembre 2025, il a quelques jours d'avance, il s'est remis à faire des journées de 50 bornes après, alors qu'il s'est tapé une intoxication alimentaire. Enfin voilà, c'était vraiment une chouette rencontre, et lui, le soir, il s'arrête dormir dans ce qui s'appelle le domaine du sauvage. C'est un endroit, ça a l'air génial. Il y a une sorte de corps de ferme avec une auberge là, au milieu d'une, une sorte de plaine là sur le plateau, enfin un truc avec des chevaux autour et tout, c'est super. Et moi, j'avais décidé de dormir un petit peu plus loin. J'avais repéré un refuge proche d'une chapelle qui se situe sur un col qui est à la frontière entre la Haute-Loire et la Lozère. C'est à 1300 mètres d'altitude à peu près. Et donc, je me pose là, il y avait une source d'eau. J'avais fait le plein à la source d'avant, qui apparemment a une eau qui a des vertus pour soigner la peste, je crois, un truc comme ça. Je me mets dans ce refuge où, d'ailleurs, il y a un truc assez bizarre, c'est que la porte, vous savez, elle se ferme depuis l'extérieur. Et c'est un peu au bord de la route, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes cons qui vont venir s'amuser en ce samedi soir à venir verrouiller la porte de l'extérieur? Pas de souci, j'ai fait mes 42 km de la journée, je m'installe, je passe la soirée et je dors. Déjà une semaine que je suis parti de Grenoble, nous sommes donc le dimanche matin, je repars sous une petite bourrine, c'est un peu plus humide, un peu plus frais, je crois que dans la nuit, quand je suis sorti pisser, j'ai même vu comme si une espèce de petite neige un peu fine qui tombait. Enfin, c'est un peu couvert, mais c'est calme, c'est agréable. Cette bruine, pluie s'arrête vite. Je suis bien là sur les chemins, il y a une ambiance sympa, enfin j'aime bien, tu te sens seul au monde, tu te sens calme, enfin c'est vraiment agréable. J'arrive dans un village qui s'appelle Saint-Alban de Limagnol. D'ailleurs, juste avant d'arriver, je vois sur ma droite une espèce de toit pointu qui dépasse. En fait, c'est une sorte de tour, et c'est une nouvelle œuvre d'art refuge. Et en fait, ces œuvres d'art refuge, il y en a plusieurs sur le parcours. Il y a une sorte de programme. Je vous mets des liens en description si vous souhaitez vous renseigner là-dessus.
C'est parfois éphémère d'ailleurs, je crois, mais on peut y aller pour dormir. Et donc là, c'est une espèce de tour. Je m'étais dit que je pourrais dormir là, mais il aurait fallu refaire quelques kilomètres. Et avec cette histoire de tibia, j'ai quand même modéré un petit peu. Et puis au moins, là où j'étais, j'avais de l'eau à côté et même des toilettes, bon, qui s'avèrent être fermées au final, mais bon, bref. Donc j'arrive à Saint-Alban-le-Limagnol où, en ce dimanche matin, au-delà du fait que ça faisait 300 km depuis le départ, il y avait un truc à ne pas manquer, c'était la supérette, le spar, car après, j'enchaînais. Donc là, j'étais dimanche. Le lendemain, c'était le lundi, où déjà, il y a souvent des trucs fermés, mais surtout, le mardi était férié. Donc, il y a peut-être en plus des gens qui faisaient le pont. J'ai fait quelques courses, j'ai chargé un peu plus en bouffe. C'était pas mal lourd, mais déjà le midi, je savais que j'allais écrémer avec un gros sandwich en moins, que j'ai mangé d'ailleurs en arrivant, je sais plus, c'était pas Aumont-Aubrac comme ville. Et après avoir mangé, quand je suis rentré dans le village, je me rends compte qu'au final, il y avait une brasserie ouverte qui faisait de la truffade. Et là, je me suis dit, putain, si j'avais su, mais jamais de la vie, j'aurais mangé mon sandwich. Je me serais éclaté une truffade. J'aurais été bien. D'ailleurs, ça m'a inspiré pour le soir, je vous raconte ça après. 15h06, 34 km, et ce soir, je vais tenter de dormir ici à Montgros, à 13 km d'ici. J'ai hâte d'y être là quand même. Messieurs, dames, là, je crois qu'il n'y a plus de doute, nous sommes bien en Aubrac. Bon, là, j'ai dépassé Riotor d'Aubrac. Je suis sur la route qui mène à Nasbinal. Et de ce qu'on m'a dit, c'est cette route qui a été utilisée pour faire le générique de l'émission C'est pas sorcier. Vous savez, avec le gros camion blanc. Et je devais m'arrêter dormir juste un petit peu après, dans un village qui s'appelle Montgros, qui fait partie de la commune de Nasbinal, où en fait, il y a un bâtiment avec, ce sont les toilettes publiques, et il y a une sorte de salle à côté avec un banc. Ça me faisait ma petite chambre d'hôtel perso avec mes chiottes et tout, nickel, de l'eau, tout ce qu'il faut. Pendant que je m'installais, ou juste après, je sais plus, il y a un mec qui vient toquer à la porte. Enfin, déjà, il y a son petit chien, un caniche ou un truc comme ça qui aboie derrière la porte. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Porte vitrée, hein, donc je voyais tout. Et le mec, là, qui me dit, je peux rentrer? Je dis, bah oui, en fait, vous êtes chez vous. Enfin, moi, je squatte, mais vous êtes chez vous. Il me dit, ah bah non, je demande quand même, je viens remplir mes arrosoirs. Ok. Et donc on discute un petit peu. Donc il me dit bah oui, de temps en temps il y a des gens qui dorment ici, là vous serez pas embêtés, personne viendra la nuit et tout. Voilà, et puis il me dit qu'est-ce que vous avez pensé des paysages? Et donc je lui dis bah voilà, le début c'était un peu long et chiant, là depuis le Puy-en-Velay ça devient quand même plus sympa. Et puis quand je lui dis que je marche à peu près 50 bornes par jour, parce que là je venais d'en faire 46, il me dit ah ouais vous faites quand même double distance, hein, parce que normalement une journée c'est 25 à peu près. Je suis bah ouais, une distance le matin, une distance l'après-midi. Et il me dit bah c'est bien que vous ayez vu les paysages parce que l'été, donc en saison, apparemment la saison comme ça pour Compostelle, c'est beaucoup mai-juin et après septembre-octobre. Il me dit c'est 20 à 30 000 personnes qui passent. En ce moment, c'est plus 3-4 par jour, quoi. Il me dit les gens, quand je leur demande, bah, beaucoup, ils voient pas les paysages. En fait, ils regardent leurs pieds. Il me dit je sais pas ce qu'ils font. Personne ne regarde. Je suis bah, je sais pas. Moi, je marche 40-50 par jour. J'ai plein de photos dans mon téléphone. J'ai vu plein de trucs. Des trucs qui m'ont plu, des trucs qui m'ont plu. Donc, c'était une petite discussion sympa. Et on vient au moment de manger où là, j'avais une purée lyophilisée. J'avais acheté un morceau de tome le matin. Et je me suis dit, je vais me faire une pseudo truffade. C'était pas exceptionnel, mais ça faisait quand même un repas pas désagréable à manger. À peine 6h30, je repars de Montgros et on peut voir sur la voiture derrière moi ou dans les herbes là, que ça a gelé, donc il fait pas très chaud ce matin. Le ciel il est un petit peu plus voilé qu'hier soir à la quand je suis allé me coucher, mais je vois encore un peu les étoiles, donc potentiellement c'est une belle journée qui nous attend. Je passe Nasbinal, qui était plutôt joli comme ça au lever du jour, et déjà en me retournant je commençais à voir le soleil qui montait, et après Nasbinal j'ai eu un spectacle, c'était... Là, le spectacle. Je pourrais pas vous montrer ça aussi longtemps dans le reel qui sortira pour résumer cette 9e journée. Mais là, c'est dinguerie. C'est pour ça qu'il faut se lever le matin. Tôt. Très tôt. Il n'y a qu'en se levant tôt qu'on peut avoir ça. Levez-vous tôt. C'est mon plus beau souvenir de l'aventure. Ce lever de soleil que j'ai eu sur l'Aubrac, il était fou. Je crois même que j'ai versé une larme. Enfin, c'était dingue. J'étais tout seul là, dans le calme avec cette lumière. C'était vraiment dingue. Et puis un peu plus loin, je reconnais en fait un chemin qui remonte là, donc je me dirigeais vers le village d'Aubrac. Et en fait, ce chemin, je l'avais déjà pris avec Laurence 3 ans auparavant. En été, on avait fait une rando par là. Et je l'avais pris dans l'autre sens. Et rapidement, j'arrive face au village d'Aubrac. Et là, en fait, je suis au point culminant de mon parcours qui fait 1360 mètres d'altitude. Et de là, comme le temps est plutôt clair, au fond, je vois des montagnes enneigées. Et en fait, ce sont les Pyrénées. Ah ouais, la décor descend un petit peu. C'est changement d'ambiance par rapport au plateau. C'est reparti pour une petite session jeu de plateforme. Quel va donc être le meilleur itinéraire pour traverser sans se mouiller les pieds? Par ici, ça m'a l'air pas mal. Ouh là là, attention. Hop, hop.
Hop, et c'est gagné! D'après ce panneau, là on arrive au bout de l'enfer. Donc en gros, ils expliquent que pour les pèlerins, quand tu arrivais comme ça sur la vallée et tout, c'est que tu avais passé un petit peu cette phase plus montagneuse avant, a priori, et que derrière là-bas, tu avais du pain et du vin. Et j'arrive après à Saint-Chély-d'Aubrac, qui est plutôt joli. En fait, le village d'Aubrac qui est au-dessus fait partie de cette commune. Donc vous imaginez la taille de la commune. Et un peu plus loin, je ne me rappelle plus le nom du village, ils ont un four à pain qu'ils ont en fait aménagé avec une table, des chaises, il y a un point d'eau. Vraiment nickel, hein, c'est un petit village, mais un truc tout petit, un hameau, je crois. Et il y a ce truc-là, et pour manger, c'est juste parfait. En face, je vois un gros chien qui est couché. Quand je m'installe, il se lève un peu difficilement et puis il vient me voir. Et puis au niveau du point d'eau, il y a un petit chat noir qui boit dans l'eau qui est tombée en dessous, dans une espèce de petit réservoir. Là. Au moment où je commence à sortir mes affaires, il y a le chien donc, qui arrive sous la table. Et là, il y a un chat blanc qui monte sur la table, qui commence à venir se frotter à toutes mes affaires, à toute ma bouffe. Et je suis putain, ça recommence. Ils ont la dalle. Donc le chat noir qui vient aussi. Il me restait du saucisson. Je coupe 3 petits morceaux. Je leur donne à chacun. Ça, je me dis, peut-être qu'ils vont me laisser. Et la ferme qui est en face, d'où venait le chien, en fait, il y a une fenêtre et je vois une nana qui me regarde comme ça à travers la fenêtre. Et au bout d'un moment, elle finit par sortir et me dit « Allez, je vous en débarrasse, comme ça ils vont vous laisser tranquille. » Et en fait, elle vient pour leur donner à manger. Et de là, comme ça, j'ai pu être un peu plus tranquille. Après, ça me dérangeait pas. Moi, j'aime bien ces bestiaux-là. Ils étaient mignons, ils étaient marrants. Je passe à Saint-Côme-d'Olt, pareil, village très joli. Et de là, je longe un petit peu le Lot et je retrouve de nouveau pas mal de bitume avec des lignes un peu droites, un peu longues. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas eu des pentes à plus de 10%. Là, j'ai du 16 ou du 20 par là. Ça réveille. Dans une montée, je double un mec. Jusqu'à là, rien d'anormal. Et puis plus loin, il y a un arbre énorme couché sur le chemin. Et je décide de le contourner par la gauche. De toute façon, c'était droite ou gauche. Voilà, il fallait prendre un pari. J'ai pris la gauche. Je me retrouve dans une galère. Il y avait des branches partout, c'était la merde. Et là, je vois le mec qui passe de l'autre côté. Et il me dit, ça va, il vous faut un coup de main, un truc. Je fais, bah non, juste, je vois que vous avez pris un meilleur côté que moi. Et il me dit, bah ouais, je suis passé il y a 2 jours, l'arbre était déjà là, j'avais essayé le même côté que vous, j'avais vu que c'était pas terrible, donc j'ai essayé l'autre. Et donc on s'est mis à discuter comme ça pendant un moment. Donc pareil, je lui explique un peu ce que je fais et tout. Il me dit, mais vous êtes militaire? Je fais, non. Oh, vous êtes athlète de haut niveau alors? Bah non plus, je fais juste ma connerie parce que j'ai envie, quoi. Et donc pour le soir, j'avais réservé un hébergement à Espalion, parce que pareil, j'avais pas forcément envie de trop de chercher pour bivouaquer. Puis surtout, là, ça faisait 2-3 nuits que je passais dehors. Je me suis dit, il serait peut-être temps quand même de prendre une douche, de voir pour se reposer un peu, voir pour essayer de remettre le tibia en état, parce que j'ai toujours cette douleur qui est présente. Surtout quand je commence à être sur le bitume et que ça descend. Je fais quelques courses, je vais à mon appart que j'ai réservé après 44 km et il n'y a plus qu'à se poser. J'ai pas si bien dormi que ça dans cet hébergement, alors que j'avais un bon lit et tout, j'ai pu prendre une bonne douche, j'ai même pu laver mes fringues, il y a une machine à laver. Bon, à défaut d'avoir de la lessive, j'ai trouvé un gel douche sur place, j'ai mis un peu de gel douche, bon bref. Donc je repars un petit peu tout neuf, mais j'ai pas très bien dormi et j'ai foiré mon petit déj. Comme j'avais une cuisine, je me suis fait un petit kiff, c'est que je me suis acheté des œufs pour le petit déj, puis pour me faire des œufs durs. Mais c'est vrai qu'à côté, j'ai pas forcément mangé quelque chose de très consistant, je me suis loupé. Clairement, je me suis loupé. Et je fais le départ dans le brouillard. Au début, tout va bien, c'est à plat, je suis le long du Lot, voilà. Le brouillard, c'est une ambiance qui est assez particulière, mais j'aime bien. Surtout comme ça, au lever du jour, c'est mystique, il y a un truc, c'est sympa. On pourrait se dire, ça y est, on est sur la vallée du Lot, ça va être tout plat tout le temps. Mais non, ça grimpe encore pas mal ce matin. Et quelque part, tant mieux. Parce que mon tibia, il aime mieux les montées que les descentes. Ou que le plat. Et là, petit à petit, il y a des couleurs qui apparaissent. En fait, je commence à passer au-dessus des nuages, c'est le lever du jour, et là, c'est beau. Je me retourne, en fait, au-dessus d'Espalion, il y a une espèce de château dont j'ai oublié le nom. Et j'ai ce château dans la brume avec le lever de soleil, enfin, c'est vraiment très chouette, mais bon, rapidement, je redescends, on retourne dans les nuages. Et heureusement qu'il y a du brouillard, ça m'évite de déprimer en ne voyant pas le bout de ce bandeau bitumé. D'ailleurs, pour la fin de ce parcours, là, sur les 100 et quelques kilomètres qui restent à faire, je crois qu'il va y avoir beaucoup de parties bitumées. Tiens, un petit truc comme ça, là je ne suis plus sur le GR65 qui doit être quelque part là-bas en dessous sous les nuages. Je suis sur le GR6 et hier j'avais vu un panneau qui disait que le GR6 c'était le chemin historique. Deuxième truc à savoir, c'est que visiblement il fait 3 km de moins pour atteindre Conques. Quelque chose me dit que ce GR6 il est plus court que le GR65 mais il est vachement moins roulant. Déjà dans la matinée, je commence à avoir un peu faim, j'ai des petites pauses où je grignote et tout ça. Et comme nous sommes le 11 novembre, je savais que de toute façon, tout allait être fermé. Et en effet, le peu de trucs que je croise, il n'y avait pas grand-chose, c'était fermé. J'arrive dans un village qui s'appelle Campuac, ou Campouac, je ne sais pas comment ça se prononce.
Le Proxy Market est fermé, mais j'ai mon sandwich, je m'installe pour manger, juste à côté de la commémoration du 11 novembre. Donc c'était un peu bizarre, hein. Je mange tôt, il était 11h30 je crois, avant de repartir pour une après-midi relativement longue et chiante. Là maintenant il fait beau, il fait même un petit peu chaud, donc je me protège du soleil avec mon chapeau. D'ailleurs je vous en ai pas encore parlé, mais mon chapeau, donc c'est le chapeau de chez Decathlon, là, un petit peu le modèle imperméable. J'avais hésité à l'emmener et j'ai été extrêmement content de l'avoir, parce que déjà le premier jour sous la flotte, le chapeau en fait, j'ai trouvé ça plus cool que la capuche, dans le sens où ça laisse plus libre autour, on s'en sent moins enfermé. Puis après, les jours de soleil, c'est vrai que ça permettait de protéger un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, c'est ma journée de traversée du désert. Là, ça commence à devenir long. Je commence à mettre un petit peu de musique. Et en fin de journée, je tombe sur un truc un peu marrant. Ok, alors là, on est sur un sacré délire. Il y a du crottin, il y a des gens qui ont mis des petits morceaux de bois et qui ont mis un petit mot dessus. Je sais pas ce que c'est que ça, mais bon. Ah ouais, le dernier petit morceau de descente pour arriver à Conques, c'est que pour vraiment tu sois content d'arriver. Je suis séché. Voilà. Ce 10e jour, comme je vous l'ai dit, j'étais pas bien, j'ai pas bien géré mon petit déj, je pense. Je suis séché et là j'ai deux options. Mais déjà, j'envisage d'aller à la boulangerie, qui sur Google Maps était marquée ouverte. Elle est fermée. Donc déjà pour le goûter, c'est mort. Là, grosse déception. Bon, c'est comme ça. Je reviens à mes deux options. Pour dormir, soit je tente de bivouaquer, ou alors il y a l'hébergement pour pèlerins, qui coûte 14-15 € la nuit. Et je me dis, tiens, pourquoi pas. Je baigne dans l'univers Compostelle depuis quelques jours. Pourquoi pas s'intéresser, découvrir un petit peu plus la chose. Donc je vais me présenter à l'accueil. Il y a un couple qui est là qui finalement va prendre une chambre. Et moi, je vais prendre le dortoir où en fait je serai tout seul. Je prends pas les repas parce que j'ai ce qu'il faut pour manger et je veux de toute façon décharger mon sac à dos. Seul truc, c'est qu'il n'y a pas de salle pour se faire à manger, donc il faut que je fasse ça dehors, enfin dans l'espèce de cour intérieure où c'est couvert. D'ailleurs, il faut laisser ses chaussures et ses bâtons en bas. Enfin, il y a toute une ambiance comme ça. Pareil, son sac à dos, c'est dans un grand sac en plastique qu'ils fournissent pour pas se salir. Et je discutais par WhatsApp avec, vous savez, le Canadien que j'ai rencontré avant, l'autre Julien, qui lui, en fait, devait dormir là le lendemain. Il me dit, putain, t'es tout seul dans le dortoir? Je fais, ouais. Il me dit, tu vas voir, c'est déprimant. Et il avait pas tort. En fait, quand tu es tout seul dans un dortoir comme ça, c'est assez déprimant. Maintenant, c'était bien que je sois tout seul parce que, avec mes douleurs aux côtes, c'est vrai que quelquefois, je gémis un petit peu la nuit quand même, quoi. Et là, je me levais, je pouvais allumer la lumière, faire ma vie. J'avais la salle de bain, j'avais tout ce qu'il faut. Mais je me dis, l'été, quand le dortoir est complet, ça doit être un sacré bordel. Et en fait, ils ont 3 ou 4 salles dortoirs comme ça. Ils font pour manger, je crois, 90, 100 couverts par jour ou 120 couverts par jour. Enfin, c'est quand même un gros machin. C'est vers 6h, 6h15 que je redescends du dortoir. Là, je croise le gars qui s'occupe du bâtiment. On discute un petit peu et c'est très sympa. D'ailleurs, il me fait visiter un petit peu les cuisines et tout parce qu'il me demande si j'ai besoin, je sais pas, de pain ou quelque chose à manger. Alors au début, je dis non, ça va, j'ai ce qu'il faut. Puis en discutant, je dis, je vais quand même prendre un peu de pain parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de truc pour se ravitailler tout de suite. Comme j'ai encore un peu de calories à rentrer, c'est peut-être bien d'avoir des petits trucs à grignoter. Et puis je repars, je redescends de Conques, qui est un joli village que j'ai pas eu trop le temps de visiter, mais je pense que j'y retournerai. Et là tout de suite, c'est un peu comme pour quand tu arrives dans le village. Ça remonte raide, technique avec des gros cailloux, qui étaient en plus un peu humides là sur ce matin. Mais il faisait déjà assez chaud, hein. Franchement, la température était douce. Rapidement, je tombe sur une chapelle. Et je trouve toujours ça impressionnant qu'ils arrivent à poser des chapelles ou autres bâtiments ou je ne sais quoi dans des endroits comme ça. Ça a été construit à une époque où il n'y avait pas les moyens de maintenant. Enfin, ils avaient la motive quand même, les mecs, à l'époque, hein. Et bref, il y a cette chapelle, je rentre dedans comme ça par curiosité, et je retrouve une feuille pareille avec un petit mot, vous savez, écrit au marqueur, comme celui que j'ai vu la veille dans le crottin. Et c'était pas le premier. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et pour l'histoire, après que je sois arrivé, mon ami canadien, Julien, m'envoie une photo d'une feuille comme ça, qu'il a vue au sol, je crois. Il me dit, c'est toi qui m'as laissé ça? Je suis, non, mais il y en a plein sur le parcours. C'est toujours la même écriture au marqueur. Donc voilà, il y a un mystère là-dessus. Ça, c'est peut-être bien le dernier beau lever de soleil de l'aventure. Demain, c'est pas dit que j'ai le droit à une vue comme ça, là où je serai. En attendant, là, je profite. J'espère que vous kiffez aussi. J'ai un vent ce matin, ça pousse grave là sur les hauteurs. Vent de sud, de ce que j'ai compris, c'est pour ça qu'il fait assez chaud. Bon, il me rafraîchira peut-être un petit peu quand même dans la journée parce qu'il risque de faire chaud. Mais ça pousse. Et tout ce début de parcours, en fait, c'est le long d'une route. C'est assez long. Alors le début, ça va, tant que c'est la lumière de lever du jour, en fait, c'est agréable. Mais après, ça devient quand même assez longuet. Heureusement, il y a une sorte de petite bordure, petit chemin qui permet de longer cette route. Mais ouais, c'est pas le plus fun. 10h40, un gros 17 km, et là je suis à moins de 2 km de Decazeville, où je vais pouvoir me ravitailler pour la suite de la journée. Mais là je me fais un petit sandwich au fromage avec ce qu'on m'a donné ce matin, parce qu'aujourd'hui le but c'est quand même de remettre un peu de carburant dans le réservoir. Et donc j'arrive dans cette ville qui s'appelle Decazeville,
qui est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, hein, voilà. Mais au moins je peux trouver à manger. Dans une supérette, je me trouve une barquette de pâtes carbo là qui va au micro-ondes, truc en promo à 50%. Bon, j'en avais marre de bouffer des sandwichs, donc c'est cool, mais c'était franchement pas très bon. Heureusement, le tout premier jour, j'avais piqué des petits sachets de poivre à l'hôtel, ça a rendu la chose un peu meilleure. Et je repars, j'arrive dans une ville qui s'appelle Livignac-le-Haut, qui est toujours en Aveyron, où je prends le dessert dans une boulangerie. Et en remontant de là, eh bien, je suis sur un chemin, donc toujours GR65, que j'ai récupéré comme depuis un moment. Il y a des chasseurs de chaque côté, je me dis, bon, j'espère que ne vont pas me confondre avec une biche, hein, vous savez. Et plus loin, il y a une nouvelle œuvre d'art refuge. Alors celle-là, je l'avais repérée et je voulais la visiter. Et franchement, ça aurait été l'heure de dormir, mais je me serais posé là. C'est une cabane. En fait, ils ont construit ça, je crois, tout ce programme d'œuvres d'art refuge, c'est construit avec chaque fois des matériaux qui étaient sur place. Et là, je crois que ce sont des planches récupérées de maisons qui ont été démontées autour. Ça fait une grande cabane il y a un lit avec une sorte de sommier, il y avait même du spray anti-moustique qui restait, des bouquins, des petits trucs pour bouffer, il y avait une chaise, il y avait une sorte de fenêtre pour regarder l'extérieur. Enfin, petite cabane géniale, et je crois que le titre de cette œuvre d'art refuge, c'est Vivre seul. Et si je repasse par là un jour, je pense que je verrai pour aller y passer une nuit. Rapidement ensuite, j'arrive enfin dans le Lot, par un village qui s'appelle Montredon, et en fait c'est un tripoint, donc c'est un croisement entre le Lot, le Cantal et l'Aveyron. Dans ce village de Montredon, il y a un truc qui est assez marrant. En fait, au niveau de l'église, il y a une salle qui est ouverte. Je rentre comme ça par curiosité pour voir. En fait, c'est un abri pèlerin, et ici, ils mettent à dispo en fait des gâteaux, on peut se servir, il y a une dosette de café, de thé, il y a une bouilloire, il y a un frigo avec de l'eau, et ils mettent une petite boîte où on peut laisser des sous quand même en remerciement, ou voilà, enfin, ça me paraît normal. Moi, bon, j'ai rien pris, j'avais pas besoin, mais j'ai trouvé ça super, et surtout ce que j'ai trouvé intéressant, ce que j'aimais bien faire d'ailleurs, même dans d'autres endroits où je suis passé, c'était d'ouvrir les livres d'or qui étaient sur place. Ça me permettait de voir un petit peu s'il y a du monde qui passait par là. Et dans ce livre d'or, c'était marrant. Donc là, on était du coup le 12 novembre et le 9 ou 10 novembre, je ne sais plus, 2-3 jours avant, il y a une Danoise qui est passée. Et clairement, je me dis, la Danoise, elle est comme le Canadien, elle doit faire le chemin complet. Tu viens peut-être pas du Danemark pour faire juste une petite portion. Ce Compostelle, beaucoup le font par morceaux. Par exemple, du Puy-au-Velay jusqu'à Conques la première année, et puis après, ils vont faire, je sais pas, de Conques jusqu'à peut-être Cahors, j'en sais rien, et ainsi de suite. Et donc, ça permet de voir comme ça, et je me dis, c'est con, peut-être que j'aurais pu croiser des gens, mais bon, on a tous été à des moments un petit peu séparés. Petit changement de paysage par ici, hein. Mais c'est bien agréable ce soir-là. Enfin, ce soir, il est 15h30, mais pour moi, c'est le soir. Et pour dormir le soir, j'avais repéré un truc dans une ville qui s'appelle Saint-Jean-Mirabel, où il y avait une salle aussi mise à disposition, principalement des pèlerins et plus largement, je pense, des randonneurs. Et donc, j'avais décidé de me poser là, pour des raisons de simplicité et puis tout ça. J'y arrive au bout d'une quarantaine de kilomètres seulement. Ça a été la journée en fait là où je me suis arrêté le plus tôt, à l'exception peut-être de la journée avec Mathieu. Il était, je sais pas, 16h, même pas 16h30 je crois. Et cette salle, table, chaise, électricité, il n'y a que le chauffage qui marchait pas, mais il y avait de la lumière. Et il y avait à l'extérieur de la salle des toilettes et même une douche. Enfin le truc, tout confort, même trop confort pour un bivouac. Jusqu'à maintenant, les bivouacs, j'étais avec ma frontale et tout ça. Là, je sais pas, c'était bizarre, c'était pas déplaisant, mais c'était bizarre. Bref, j'en ai profité, je me suis posé, j'ai mangé, j'ai fini un petit peu tout ce qui me restait pour essayer de repartir au plus léger possible, et c'était l'heure de la dernière nuit. Ce dernier jour, c'est vers 5h30 que je l'ai entamé, ça a été mon départ le plus matinal. Je suis parti sous les étoiles avec, annoncé par mon téléphone, dans les 15 degrés. Il faisait vraiment pas froid. Enfin, c'était fou, hein. La prochaine fois, je pense que je partirai en plein été. J'aurai peut-être moins chaud, je sais pas. Jusqu'à Figeac, en fait, le début de cette journée, il n'est pas hyper kiffant. En fait, il y a un passage au bord d'une grosse route. Et là, je suis très content, en fait, de faire ça de bonne heure le matin, comme ça. Parce que sinon, je me dis, il y a de la circulation, il y a peut-être des poids lourds qui passent. Tu es juste au bord. Enfin, voilà, il y a beaucoup de passages comme ça, quand même, sur ce chemin de Compostelle où j'arrive à Figeac par un côté que je connais en fait, donc je reviens sur un territoire plus connu. Enfin, tout de suite, ça change un petit peu d'ambiance, c'est un peu étrange. Et arrivé à Figeac, eh bien c'est là que je quitte le GR65, qui lui va continuer après vers Cahors et tout ça. Et moi, je vais prendre le GR6 de nouveau. Et en fait, ici, le GR6, eh bien, c'est une variante du chemin de Compostelle qui est la voie de Rocamadour. Donc vous pouvez aller à Rocamadour, puis ensuite redescendre sur Cahors si vous faites Compostelle ou même juste la rando. Bon, je ferais bien une pause quand même boulangerie avant de repartir pour ces derniers kilomètres. Mais il est peut-être, je sais pas, 6h15, 6h30, je sais plus. Et en fait, les boulangeries, elles sont pas encore ouvertes. Ça sent le croissant dans les rues. C'est assez chiant. Et la seule qui serait ouverte, il fallait faire un détour, ça me faisait chier. Et j'ai dit, dans 10 bornes, il y a un autre village qui s'appelle Cardaillac. Apparemment, la boulangerie est ouverte.
je vais aller jusqu'à là-bas. Et justement, de Figeac jusqu'à Cardaillac, eh bien, je suis passé par des endroits que je ne connaissais pas. Je l'avais déjà fait par d'autres chemins. Et là, par le GR6, c'était super sympa. Franchement, très beau parcours, je trouve. Il y a un moment, on arrive un peu dans les bois et tout. Enfin, c'est génial. J'arrive à Cardaillac, qui est une ville que j'avais déjà visitée en hiver, qui est jolie. Et je m'empresse d'aller à la boulangerie. Une boulangerie qui était très bonne. Je me prends un flan et un jésuite. C'est un truc aux amandes. Je me suis bien pété le bide et je suis reparti pour atteindre ensuite la Capelle Marival pour ma pause déjeuner. Là, je trouve en fait un Intermarché. Et dans ce Intermarché, eh bien, comme le Intermarché de Saint-Julien-Chapteuil dont je vous parlais avant, tu rentres, tu es directement dans la bouffe. Il n'y a pas d'accueil pour laisser ton sac. Sauf que là, ils m'ont pas emmerdé à la caisse, ils m'ont rien dit. Parenthèse fermée, dans ce Intermarché, il y avait en fait un point chaud. Parce que pareil, je voulais pas refaire de sandwich. Et en fait, là, il y avait des barquettes de pâtes. J'ai pris des pâtes bolo qui étaient déjà chaudes. Et puis, il y avait des petits croques chèvre pesto, je crois, un truc comme ça, qui était vraiment sympa. Donc, c'était appréciable de manger chaud. Bon, je vous avoue que c'était pas gustativement parlant exceptionnel. Et puis, les pâtes, elles étaient un peu sèches. Vous savez, ça doit chauffer toute la journée. Mais c'était cool. Ah ouais, cette route, elle casse le moral pour la digestion. Puis heureusement que le soleil s'est un peu caché parce que sinon ça va cogner là. C'est marrant, celui-là à vélo il me paraissait moins long. Messieurs, dames, voici l'église fortifiée de Rudel. Il reste 14 km et je commence à voir mon arrivée. Vous voyez les sapins là-haut là. Je vais en dessous. 13h43, ça y est, la barre des 500 km depuis Grenoble est passée. Mais je suis pas encore tout à fait arrivé, il m'en reste une douzaine à faire. Mais il y a quand même toujours un petit peu ce titillement au tibia. Et il y a un moment, à 7,5 km de l'arrivée, ou 7 km, je sais plus, je sors d'un chemin, et là, ça a serré d'un coup. J'ai senti vraiment une raideur, une barre. D'ailleurs, je vous ai pas dit, la nuit dans la chapelle, j'avais fait une photo. On voit, vous voyez, cette barre, ce gonflement au niveau du tibia. Eh bien, c'est ça que je sens. Mais là, c'est raide. J'ai ma jambe qui reste, ça traîne derrière. Enfin, c'est atroce. Et je me dis, putain, c'est pas possible. Et là, je marche sur le bitume. Et normalement, je dois reprendre un chemin. Sur ma droite, j'y vais. Je traversais une espèce de champ. Mais au bout, je vois, c'est de la broussaille. Je fais, mais le chemin, il n'existe plus. Ou alors, en ce moment, il n'est pas entretenu. Ou je sais pas, ou peut-être que j'ai mal vu. Mais clairement, je fais, il n'y a pas de chemin ici. Il y a un truc qui va pas. Voilà, c'est le seul bug de mon parcours. C'est maintenant, je fais demi-tour, je reviens sur la route. J'ai toujours cette douleur au tibia. Et là, je crois que j'ai gueulé un truc du genre, ça me casse les couilles. Et le fait d'avoir gueulé, déjà, les côtes, ça allait mieux. Je sais pas, ça a dû débloquer un truc, vous savez, en gueulant. Et j'ai une option. Ça serait d'appeler qu'on vient de me chercher, en fait. Là, j'ai la possibilité de me faire rapatrier jusqu'à l'arrivée. Mais je fais, putain, il reste 7 km, quoi. Je vais pas arrêter maintenant. J'ai décidé de faire mon truc, je fais mon truc. Je suis plus à ça près, j'y vais. Je suis obligé de faire un petit détour, en fait, par une route pour aller rattraper le chemin. Par ici, je connais, je sais par où passer, je sais à quoi ça va ressembler. Je serre les dents et petit à petit, la barre au tibia passe un peu. Je rattrape mon itinéraire. Il est 16h10, il me reste 1 km à faire, ce qui fait que ça va refaire une journée à 50 bornes avec les petits détours et tout. J'arrive chez ma grand-mère qui m'avait fait un flan pour l'arrivée, donc super pour se ravitailler. Après m'être arrêté, donc après ces 50 km de ce dernier jour, au bout de quelques minutes, la douleur que je prends dans les pieds, dans les jambes, c'était atroce. Mais voilà, c'était fait, j'étais content d'être arrivé. Si vous me demandez le total, ça doit faire entre 512 km, qui était mon itinéraire d'origine, et 520 km, je dirais, avec les petits détours. J'avoue que j'ai pas tout additionné. Si vous voulez vous amuser, allez sur Strava, cumuler toutes les étapes. Mais voilà, fin de l'aventure.